Pour les perspectives. Nous savons que il y a une décrispation qui commence à venir avec la libération de Diomaye Faye et de Sonko depuis hier, avec plein d'interrogations. Les menaces qui planent sur la tenue du scrutin, l'avenir du Sénégal. Est-ce que l'horizon est obscurci ou l'espoir est permis? Oui, je suis là. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Disons qu'il y a une série de problèmes qui se posent aujourd'hui. Quand on voit un peu ce qu'on appelait la crise entre les institutions, quand on voit toutes les choses qui se passent à l'Assemblée nationale, cela nous interpelle sur le mode de désignation des gens qui sont censés représenter le peuple sénégalais. Est-ce que cette Assemblée nationale que nous avons vue depuis, est-ce qu'elle est représentative du microcosme social, sociologique, économique, politique, intellectuel? Quand je dis intellectuel, pas seulement d'un point de vue académique, mais en termes de savoir-faire, de savoir-vivre, etc. Est-ce qu'elle est représentative? Le spectacle qu'il nous offre très souvent, le niveau des débats aujourd'hui, sans être prétentieux, mais vraiment pose problème. Ça pose le problème de la désignation au niveau de différentes responsabilités. Vous savez, j'estime que le succès de toute politique, de tout pays, dépend essentiellement de ses hommes. Quand je dis les hommes, je pense en termes de capital humain, de savoir-faire, de maîtrise des enjeux mondiaux. Aujourd'hui, le Sénégal a ce capital qui est fondamental, que ce soit ici localement, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de la diaspora. Nous avons des gens de très grande qualité, que ce soit les artisans qu'on peut trouver aujourd'hui au Sénégal, que ce soit à Ngaye Mékhé ou dans d'autres trucs, à Soumbédioune, quand ce soit des pêcheurs, que ce soit vraiment, quelle que soit la tranche sociale, la tranche d'âge que vous prenez, nous avons des Sénégalais de très très grande qualité. Aujourd'hui, le grand acteur Si, qui est parti de son village, je ne sais pas, des fins fonds du Sénégal pour devenir celui qu'il est aujourd'hui, absolument, absolument. Donc je pense que tout ça, il y a un véritable vivier en termes de savoir-faire, de capital humain. Et ce capital humain, il faut véritablement que ce soit reflété à tous les niveaux, au niveau des responsabilités, au niveau des institutions et à tout niveau. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que nous sommes victimes vraiment d'une politique trop politicienne. La vie ne se résume pas à la politique. Souvent, j'ai tendance à le dire. Quand on prend tous les gens qui font de la politique, un sacerdoce, quelquefois, quelles que soient les raisons qui les motivent, quand on les prend tous conjugués, quel que soit leur mérite, qu'est-ce que l'on pense, qu'ils aient le mérite ou pas, ils ne font pas 1% de la population. Est-ce qu'ils vont nous prendre comme ça, en tenaille, en otage, alors que ce pays a aujourd'hui des ressources, ce pays a un rôle à jouer, ce pays a vraiment des capacités, j'allais dire, de développement extraordinaires. Donc c'est la question fondamentale, elle est là aussi. Également, je pense qu'il y a d'autres types d'enjeux aujourd'hui. C'est une fois qu'on est au pouvoir, vous savez, très souvent, je le dis, c'est les rois, les dirigeants sont mal entourés. Non seulement ils sont mal entourés, pas parce qu'il n'y a pas des gens de qualité, oui, il y a des gens de grande qualité autour d'eux. Mais il y a quelquefois un cercle qui est autour d'eux, qui les prend en otage, qui empêche qu'il y ait d'autres compétences qui viennent. Les gens, quand on parle de compétences, les gens ne sont pas là pour venir, oh, toi que je vais prendre des postes. Non. Nous deux qui vivons sur les plateaux là, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, nous sommes prêts à apporter des choses à notre pays, comme dans d'autres Sénégalais qui sont ici, qui sont ailleurs. Est-ce qu'on leur donne cette chance-là? Est-ce qu'aujourd'hui l'égalité des chances existe? Est-ce que le mérite est véritablement le critère fondamental que l'on met en avant? Malheureusement, non. Donc, il faut à un moment, je pense, on est arrivé à une étape où je pense qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on remette les choses à plat. Ce sera peut-être de nouvelles assises nationales ou quoi que ce soit, quel que soit celui qui sera élu au soir du 24 mars ou dans un second tour éventuel, quelle que soit la personne, il est indispensable que les choses soient remises à plat et que nous pensions au Sénégal et qu'ensemble nous réfléchissions pour voir qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit ici et maintenant et dans les prochaines années. Monsieur Thiam, tout à l'heure vous avez évoqué le terme refondation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement pour consolider le modèle sénégalais? Merci beaucoup et j'aime bien votre terme de consolider le modèle sénégalais parce que bon, moi j'étais entrepreneur avant de devenir économiste ou économiste avant de devenir entrepreneur, je ne sais plus quoi. Parce que tout simplement j'ai l'habitude de regarder la vie à 360 degrés. Je commencerai par vous dire déjà que toute société se définit et s'explique par les questions qu'elle se pose.
M. Sylla a mis en exergue le rôle de la politique politicienne parce que c'est la seule industrie qui marche. Vous avez tous vu des gens qui, peut-être il y a 12 ans, il y a 20 ans, couraient après les Ndiagandiaï et qui aujourd'hui font la concurrence à tout le monde en offrant par exemple des Mercedes à des femmes, alors que c'est des fonctionnaires, ou bien c'est des fonctionnaires de la politique. Ça veut dire que quelque part, cet écosystème fonctionne. Mais quand un écosystème fonctionne, c'est parce que cet écosystème est pertinent à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez même comment le Sénégal a été construit, mais c'est construit sur un mode d'administration. Les gens les plus importants aujourd'hui, ce sont des vérificateurs, que ce soit des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du Trésor, que des gens qui sont là pour compter si le nombre de trains arrivés à l'heure, c'est le bon nombre. Mais vous n'avez jamais vu mettre en avant des bâtisseurs, des constructeurs de l'économie. Parce que n'importe quelle société abrite des gens qui sont au pouvoir que la population reconnaît. C'est une manière de dire que les populations ont les gouvernements qu'elles méritent. Parce que si les populations ne poussent pas les gouvernements à les servir, à servir leurs intérêts, et que le service des intérêts de certains prime sur le reste, ça veut dire que c'est un modèle qui est accepté. Mais de la même manière aussi, l'opposition à ces gouvernements est taillée aussi sur cette mesure. Donc tout le monde dispose de questions. Aujourd'hui, pourquoi le problème de refondation se pose? Parce que c'est les paradigmes, c'est-à-dire le modèle de pensée dans lequel nous nous sommes enfermés, qui a montré ses limites. Moi, j'ai entendu, j'étais choqué, extrêmement choqué, quand on a ramené le poste de Premier ministre. Je crois que c'était il y a environ 2 ans, même pas encore. Je me souviens, j'étais sur un plateau, c'était le 17 septembre 2022. J'étais effaré de lire dans les attendus, dans les motivations, pour introduire le poste de Premier ministre, d'écrire que comme le nouveau paradigme maintenant, c'est le développement économique. Mais attends, ça veut dire que depuis 1960, le développement économique n'était pas central dans notre constitution. C'est extrêmement grave. Parce que toutes les constitutions du monde entier, de tous les pays civilisés, ont été bâties sur la poursuite des objectifs de développement de cette société. Mais nous, on découvre en 2022 que le modèle de pensée pour nous, c'était le développement économique. Mais ça veut dire, mon cher ami, qu'il faut à ce moment refonder ces institutions. Alors, refonder les institutions comment? Dans la mesure où le problème fondamental pour nous, c'est la poursuite des objectifs de développement inclusif. Nous devons au moins nous fonder et nous accorder sur une chose, nous devons construire une économie inclusive sur les forces potentielles qui ne ont pas été exploitées. C'est le début de la souveraineté. Mais pour y arriver, vous êtes obligé d'avoir une stratégie de développement. Moi, j'entends toujours parler de programme. Quand j'entends parler de programme des candidats, je dis, c'est la même chose. On se pose les mauvaises questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que de mauvaises questions. Un programme, c'est quoi? On nous dit, on va faire ça, on va faire ça. Je regarde ça, je me dis, mais c'est un arbre de Noël, ça. Un arbre de Noël, chacun vient accrocher ce qu'il veut. Mais quand vous accrochez quelque chose sur un arbre de Noël, c'est quoi son fondement paradigmatique? Qu'est-ce qui fait que cette chose soit là ou pas? Donc, je n'ai pas entendu. Depuis que les élections au Sénégal existent et jusqu'à maintenant, un seul parti me parlait de sa stratégie de développement. Or, la stratégie de développement de tous les pays est inscrite dans la Constitution. Si vous prenez un pays comme la Suisse, je prends des exemples pour vous éclairer là-dessus. Dans un pays comme la Suisse, on a ce qu'on appelle la formule magique. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui gouverne, mais c'est une coalition de partis, mais une coalition qui est le produit des urnes. Okay. Mais sur cette base-là, tous ces partis ont la même vision du développement économique qui est une vision nationale, que leur a donné le peuple
souverain. Maintenant, de cette vision, il y a une stratégie nationale qui s'appuie sur un certain nombre de piliers. Maintenant, les gens viennent pour concourir avec des programmes et des projets différents. Mais il y a ce carcan-là qui les lie tous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une floraison de partis. Parce que le filtre que vous faites là avec le parrainage, dans un pays comme la Suisse, le filtre, il est en amont parce que la Constitution définit les conditions d'exercice de l'activité politique. Donc, vous êtes obligé de rentrer dans ce cadre. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certains pays comme l'Allemagne, vous entendez, est-ce qu'on doit dissoudre un parti d'extrême droite qui les ramène à la période hitlérienne? Parce qu'il y a un cadre qui est défini. Donc, si on doit refonder, nous devons avoir ce que Maktar appelle stratégie, concertation, dialogue et tout ce qu'on. De toute façon, j'ai toujours compris qu'un dialogue, c'était entre deux personnes. Donc, quand je vois des dialogues qui réunissent plusieurs personnes, je dis, bon, j'y perds mon latin. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on doit offrir l'opportunité aux populations sénégalaises de pouvoir discuter de où on va les amener, avec quels moyens, avec quelles conditions paradigmatiques déterminantes qui permettent d'encadrer la marche vers le progrès. Ça, c'est un. Et c'est ça qui va pouvoir déterminer le genre d'infrastructure économique, politique et institutionnelle dont nous avons besoin. Et c'est ça qui va se refléter dans une constitution que nous devons écrire pour refléter ces orientations. Et c'est comme ça qu'on pourra, par exemple, purger notre administration qui est devenue une administration politisée, qui permet aux institutions d'être dévoyées. Et c'est comme ça qu'on va aussi rebâtir notre justice, parce que ils ont tous des niveaux d'infrastructure et de superstructure. Donc, tant que vous n'avez pas ce fil conducteur-là, il vous est très, très difficile de faire les choses. Je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question. Maintenant, ces 10 dernières années, on a vu le gouvernement mettre en œuvre une vision contenue dans le plan Sénégal émergent. Est-ce que cette stratégie-là ne rejoint, par exemple, l'idée que vous développez? Je ne veux pas critiquer, mais je n'ai pas vu de vision. Parce qu'on dit une vision, mais une vision, elle doit être articulée. Parce qu'attention, il faut faire la différence entre une vision, la stratégie qui met en œuvre cette vision, les grappes de programmes, les grappes homogènes de programmes qui mettent en œuvre cette stratégie. Et dans chaque programme, il y a des grappes de projets qui mettent en œuvre ce programme. Et dans chaque projet, vous avez des interventions les plus granulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous dit qu'aujourd'hui, nous avons fait tel investissement dans telle infrastructure, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le développement industriel ou n'importe quoi, vous devez être capable de dire ça là, voilà d'où ça vient. Vous devez être capable de rattacher ça à un programme, à une stratégie et à la vision. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel investissement ici et dites-vous, bon, c'est quoi son rôle stratégique dans cette vision, ce programme? Prenez le cas, par exemple, je n'ai rien contre les lutteurs, mais prenez le cas d'une arène. Il y a un problème, par exemple, de planification stratégique des investissements. Nous avons aujourd'hui investi de l'argent dans le pétrole. Cet investissement est venu en concurrence avec la pêche et tellement d'autres secteurs. Alors, est-ce qu'on doit se comporter comme si un investissement, une préoccupation vient chasser l'autre? Ou bien est-ce qu'on doit dire maintenant quelles sont les mesures de sauvegarde qui nous permettent de pallier à ce qu'on a manqué là-dedans et le gagner? Et à ce moment, vous pouvez vous poser la question de la pertinence des choix décisionnels. Est-ce qu'il fallait une arène? Ou bien est-ce qu'il fallait, par exemple, un grand programme d'aquaculture qui fait des aménagements publics, qui décentralise l'initiative, la programmation et l'action au niveau les plus reculés pour permettre aux gens de développer, par exemple, des programmes d'agriculture et de développer toute une industrie autour de ça. Ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour tout. En quoi, par exemple, un investissement particulier est pertinent dans la poursuite de l'industrialisation? Moi, je veux bien, on va transporter des gens. Est-ce que c'est ça qui fait l'industrialisation, c'est-à-dire la production de masse pour transporter nos ressources? Donc, il y a un problème de choix décisionnel et encore une fois, c'est peut-être... Je suis content déjà de voir que des gouvernements arrivent à faire quelque chose, même si on peut en discuter. Parce que la catastrophe, ce serait au moins ce serait comme ce qui s'est passé pendant presque 30 ans où on n'a même pas vu de kilomètres de goudron.